Surveille tes nièces, ou commence à payer le loyer complet. Tu as une réduction. Le prix du marché est de 1700 $. Ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés, sa voix assez tranchante pour couper le verre. Mon père acquiesça à côté d'elle, son visage arborant cette expression sévère qu'il portait chaque fois qu'il voulait m'intimider pour m'amener à obtempérer. Derrière eux, ma sœur Chloé était appuyée contre le comptoir avec un sourire suffisant, berçant sa plus jeune fille sur sa hanche comme si elle posait pour un magazine parental. Je restais là, figé, mon sac à dos toujours en bandoulière, des manuels scolaires me pesant comme des encres. Je venais de rentrer de mon service à la librairie du campus, épuisé et affamé. Et c'était l'accueil que je recevais. Je m'appelle Ellie. J'ai 23 ans et je vis à Kansas City, dans le Missouri. Enfin, je vis là-bas, dans la maison de mes parents. Ou du moins, c'était le cas jusqu'à ce moment où tout est devenu limpide. J'avais jonglé avec les cours à l'université, un travail à temps partiel et, d'une manière ou d'une autre, je suis devenu la babysitter par défaut des 2 filles de ma sœur sans jamais y avoir consenti. Cela a commencé petit à petit. Peux-tu les surveiller pendant 1 heure? Peux-tu aller les chercher à la garderie? Peux-tu aider pour l'heure du coucher? Mais au cours de la dernière année, ces petites demandes se sont transformées en journées entières, en séjours d'une nuit et en week-ends entiers où j'étais la seule responsable de 2 filles de moins de 5 ans. Et ma sœur, elle ne faisait rien. Absolument rien. Chloé avait 28 ans, était mariée à un homme nommé Grégory, qui travaillait dans la vente et voyageait constamment. Elle restait à la maison avec les filles. Ou du moins, c'était l'histoire qu'elle racontait à tout le monde. En réalité, elle passait ses journées à parcourir les réseaux sociaux, à se faire les ongles et à rencontrer des amis pour le brunch, tandis que je me chargeais de la garde des enfants. Mes parents la louaient sans cesse. Pauvre Chloé, tellement dépassée. Pauvre Chloé, qui fait de son mieux. Pauvre Chloé, qui élève 2 enfants, pratiquement seule. Pendant ce temps, j'étais invisible. Je payais un loyer. Pas le prix du marché complet que ma mère venait de citer, mais je payais 800 $ par mois pour vivre dans une petite chambre avec un lit grinçant et un placard qui pouvait à peine contenir mes vêtements. J'achetais ma propre nourriture, faisais ma propre lessive et restais à l'écart de tout le monde. Je pensais que c'était suffisant. Je pensais que je faisais ma part, mais apparemment, j'avais tort. Tu m'écoutes? La voix de ma mère m'a ramené au présent. J'ai cligné des yeux, réalisant que je m'étais absenté. Je t'ai entendu. Bien. Alors tu comprends la situation. Soit tu aides ta sœur avec les filles, soit tu paies ce que tout le monde paierait pour vivre ici. C'est juste. Juste? Ce mot avait un goût amer dans ma bouche. Je paie déjà un loyer, dis-je doucement, essayant de garder ma voix stable. Je paie un loyer depuis 2 ans. Un loyer réduit, intervint mon père. Tu as une bonne affaire, Ellie. Si tu vivais ailleurs, tu paierais au moins 1700 $ pour une chambre de cette taille dans ce quartier. Ce n'était pas vrai. J'avais regardé des appartements. Je connaissais les prix courants, mais argumenter me semblait inutile. Chloé a déplacé sa fille sur son autre hanche et a soupiré de façon théâtrale. Honnêtement, Ellie, je ne vois pas pourquoi c'est un si gros problème. Tu es jeune. Tu as tellement d'énergie. Je suis épuisé tout le temps, et j'aurais vraiment besoin d'aide. C'est la famille. Nous sommes censés nous aider les uns les autres. Je la fixais, cherchant le moindre signe de conscience de soi, mais il n'y en avait aucun. Elle croyait sincèrement qu'elle était la victime dans ce scénario. J'ai des cours, dis-je, et du travail. Je ne peux pas tout laisser tomber pour faire du babysitting. Alors laisse tomber le travail, dit ma mère comme si c'était la solution la plus logique au monde. Tu n'as pas besoin d'un travail. Tu vis à la maison. Nous te soutenons. Me soutenir. Les mots résonnaient dans ma tête. Vide et faux. Il ne me soutenait pas. Il m'emprisonnait. J'avais envie de crier. J'avais envie de jeter mon sac à dos par terre et de leur dire exactement ce que je pensais de leur soi-disant équité, mais au lieu de cela, j'ai avalé ma colère et affiché une expression neutre sur mon visage. Je vais y réfléchir, dis-je. Ma mère fronça les sourcils. Il n'y a rien à réfléchir, Ellie. Tu dois prendre une décision avant la fin de la semaine. Soit tu aides Chloé avec les filles, soit tu paies le loyer complet. Ce sont tes options. J'acquiesçai lentement, puis me retournai et montai à l'étage, dans ma chambre.
Mes mains tremblaient alors que je fermais la porte derrière moi. Je laissai tomber mon sac à dos par terre et m'assis sur le bord de mon lit, fixant le mur. Ce n'était pas la première fois que mes parents donnaient la priorité à Chloé par rapport à moi. Cela arrivait depuis toujours. Elle était l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Et j'étais la pensée après coup, celle à qui on s'attendait à ce qu'elle sacrifie tout sans se plaindre. Mais cela semblait différent. Cela ressemblait à un point de rupture. Alors que j'étais assise là, dans la faible lumière de ma chambre exiguë, une pensée commença à prendre forme dans mon esprit. Une pensée dangereuse et excitante. Et si je partais? La pensée me poursuivit pendant le reste de la soirée et jusqu'au lendemain matin. Et si je partais? Cela semblait si simple, presque naïf. Mais plus j'y pensais, plus cela me semblait être la seule option réelle que j'avais. Je restais allongé dans mon lit cette nuit-là, fixant le plafond et repassant chaque moment qui m'avait conduit ici. Ce n'était pas seulement l'ultimatum que mes parents avaient posé. C'était l'accumulation d'années passées à être négligées, sous-évaluées et utilisées. En grandissant, Chloé avait toujours été la préférée. Elle était pétillante et extravertie, le genre de fille qui se faisait facilement des amis et charmait les adultes sans essayer. J'étais plus calme, plus réservé. Je préférais les livres aux fêtes, les études à la socialisation. Mes parents ne semblaient jamais savoir quoi faire de moi. Lorsque Chloé a obtenu son diplôme d'études secondaires, ils lui ont organisé une grande fête et lui ont offert une voiture. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, ils m'ont emmené dîner dans un restaurant de chaîne et m'ont dit que je devrais être reconnaissante. Lorsque Chloé s'est mariée à 24 ans, ils ont payé tout le mariage. C'était somptueux, coûteux et tout ce qu'elle voulait. Lorsque j'ai mentionné que je voulais étudier à l'étranger pendant mes études universitaires, ils m'ont dit que c'était trop cher et que cela ne valait pas l'investissement. Et maintenant, Chloé avait 2 filles, et mes parents la traitaient comme une sainte pour simplement exister en tant que mère. Peu importe que ce soit moi qui m'occupais réellement de ces filles la moitié du temps. Je pensais à l'année écoulée, à toutes les fois où j'avais modifié mon emploi du temps pour m'adapter aux besoins de Chloé. J'avais manqué des groupes d'études, sauté des événements sociaux et refusé des heures supplémentaires au travail parce qu'on s'attendait à ce que je sois disponible chaque fois qu'elle avait besoin de moi. Et qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Rien. Pas même un merci. Je me souvins d'une soirée particulière, il y a quelques mois. J'avais un examen important le lendemain matin, et j'étais dans ma chambre en train d'essayer d'étudier quand Chloé a frappé à ma porte. « Eh, tu peux surveiller les filles ce soir? Grégory et moi avons des réservations pour le dîner. » Je la fixai, stupéfaite. « Chloé, j'ai un examen demain. J'ai vraiment besoin d'étudier. » Elle agita la main avec désinvolture. « Tu vas bien t'en sortir. Tu es intelligente. Tu vas réussir. Allez, Ellie. » Je ne peux plus jamais sortir. Je voulais dire non. Je voulais tenir bon, mais elle était là avec ce regard suppliant sur son visage, et j'ai cédé. J'ai surveillé les filles ce soir-là. J'ai à peine dormi. J'ai passé l'examen épuisé et j'ai fini par avoir une note plus basse que ce que j'avais espéré. Chloé ne m'a même jamais demandé comment ça s'était passé. C'était le schéma. Elle prenait, et je donnais, et personne ne remettait jamais cela en question. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et suis allé me promener. J'avais besoin de me vider la tête, de réfléchir à mes options de manière logique. J'ai erré dans les rues tranquilles de mon quartier, devant des rangées de maisons identiques avec des pelouses manucurées et des garages pour 2 voitures. C'était la vie que mes parents appréciaient, la stabilité, la conformité, le maintien des apparences. Mais ce n'était pas la vie que je voulais. Je me suis arrêté dans un petit parc et me suis assise sur un banc en regardant un groupe d'enfants jouer sur les balançoires. J'ai pensé à mes nièces, à quel point je les aimais malgré tout. Elles étaient douces, innocentes et méritaient mieux que d'être utilisées comme monnaie d'échange. Mais les aimer ne signifiait pas que je devais sacrifier tout mon avenir pour elles. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher des appartements. Je l'avais déjà fait, à contre-cœur, me dissuadant toujours de le faire parce que cela me semblait trop risqué. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'étais sérieuse. J'ai parcouru les annonces, en filtrant par prix et par emplacement. La plupart des endroits étaient hors de mon budget, mais il y avait quelques possibilités, de minuscules studios dans des quartiers que je ne connaissais pas, des appartements partagés avec des inconnus, des endroits qui n'étaient pas parfaits mais qui étaient à moi. Une annonce a attiré mon attention.
C'était un petit studio dans un immeuble près du campus. Le loyer était gérable si je faisais plus d'heures au travail. Les photos montraient un espace exigu mais propre avec une kitchenette et une salle de bain. Ce n'était pas grand-chose, mais il était disponible immédiatement. J'ai enregistré l'annonce et j'ai continué à la parcourir, mais mon esprit revenait sans cesse à ce studio. Il ressemblait à une bouée de sauvetage. Quand je suis rentré à la maison, c'était le chaos. Mes nièces couraient dans le salon, criant à tue-tête. Chloé était sur le canapé, fixant son téléphone, complètement indifférente au bruit. Ellie, cria-t-elle quand elle me vit. Tu peux leur faire à déjeuner? Je suis épuisé. Je la regardais, assise là en pyjama à midi, et quelque chose à l'intérieur de moi craqua. Pas visiblement. Je n'ai pas crié ou pris la poudre d'escampette, mais intérieurement, j'ai senti un changement, une décision calme et résolue. Bien sûr, dis-je, ma voix calme. Je fis des sandwichs aux filles et m'assis avec elles pendant qu'elles mangeaient. C'étaient des enfants adorables, qui bavardaient sur leurs dessins animés préférés et me demandaient de jouer avec elles. J'ai souri et acquiescé, mais mon esprit était ailleurs. Ce soir-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis assise à mon bureau et j'ai rempli la demande pour le studio. J'ai joint une preuve de revenu, des références et une brève explication de la raison pour laquelle j'avais besoin de cet endroit. J'ai hésité avant de cliquer sur envoyer, mon doigt planant au-dessus du bouton. C'était ça. Une fois que j'aurais envoyé ça, il n'y aurait plus de retour en arrière. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué sur envoyer. Les jours suivants se sont déroulés dans un flou. J'allais en cours, je faisais mes heures de travail et j'évitais ma famille autant que possible. Chaque fois que ma mère évoquait l'ultimatum, je donnais des réponses vagues et évasives. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de comprendre les choses. Puis, 3 jours plus tard, j'ai reçu un email. Le propriétaire voulait me rencontrer. Mon cœur s'est emballé en lisant le message. C'était réel. C'était en train d'arriver. J'ai programmé une visite pour l'après-midi suivant, disant à mes parents que j'avais un groupe d'études. Le studio était encore plus petit en personne qu'il ne l'avait paru sur les photos, mais il était propre et calme. La propriétaire, une femme d'âge moyen nommée Dorothy, a semblé gentille et compréhensive lorsque je lui ai expliqué ma situation. Je peux emménager la semaine prochaine, dis-je, essayant de ne pas laisser paraître le désespoir dans ma voix. Elle sourit. Je vous enverrai le bail ce soir. Je l'ai signé le soir même. La semaine qui a suivi a été la plus étrange de ma vie. En surface, tout semblait normal. J'allais en cours, je faisais mes heures de travail, je surveillais mes nièces quand Chloé l'exigeait. Mais en dessous, je planifiais mon évasion. J'ai commencé à faire mes bagages en secret. Tard dans la nuit, après que tout le monde soit allé se coucher, je sortais discrètement des vêtements de mon placard et les pliais dans des boîtes que j'avais cachées sous mon lit. J'ai trié mes affaires, en décidant ce que je devais prendre et ce que je devais laisser derrière moi. Je n'avais pas grand-chose. La plupart de mes meubles appartenaient à mes parents, et je ne me souciais pas assez de me battre pour eux. J'ai retiré de l'argent de mon compte d'épargne par petites tranches, en faisant attention à ne pas éveiller les soupçons. J'ai fait des recherches sur les entreprises de déménagement et j'en ai trouvé une qui viendrait pendant la journée, quand ma famille serait sortie. J'ai aligné des heures supplémentaires au travail pour couvrir le dépôt de garantie et le premier mois de loyer. Chaque étape me semblait être une petite rébellion, une affirmation silencieuse de mon indépendance. Mais le plus difficile était de prétendre que tout allait bien. J'ai dû assister à des dîners de famille, en écoutant Chloé se plaindre de la difficulté de sa vie, pendant que ma mère roucoulait avec sympathie. J'ai dû sourire et acquiescer quand mon père m'a donné des leçons sur la responsabilité et la gratitude. J'ai dû surveiller mes nièces et agir comme si rien n'allait pas. C'était épuisant, mais je gardais les yeux rivés sur l'objectif. Encore une semaine. Juste une semaine de plus. Le jeudi soir, mes parents m'ont coincé dans la cuisine. Ma mère croisa les bras et me fixa d'un regard sévère. Ellie, nous avons besoin de ta décision. Vas-tu aider Chloé avec les filles, ou vas-tu payer le loyer complet? J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant la chamade. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Mon père fronça les sourcils. Nous t'avons donné une semaine. C'est largement suffisant. Je sais. J'ai juste besoin de mettre mes finances au point. Ma mère soupira, exaspérée. Ce n'est pas compliqué, Ellie.
soit tu contribues à cette famille, soit tu paies ta juste part. C'est aussi simple que ça. Je me suis mordu la langue, avalant les mots que j'avais envie de dire. Au lieu de cela, j'ai acquiescé. Je vous le ferai savoir d'ici dimanche. Ils semblèrent satisfaits de cette réponse, et je m'échappai dans ma chambre avant qu'ils ne puissent insister davantage. Le dimanche, ma date de déménagement, était samedi. Le vendredi, j'ai tout confirmé avec l'entreprise de déménagement. Ils arriveraient à 10 heures du matin, juste après que mes parents soient partis faire leurs courses hebdomadaires et que Chloé ait emmené les filles à une séance de jeu. J'avais tout calculé à la perfection. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, mon esprit tournant à 1000 à l'heure. Et si quelque chose tournait mal? Et s'il rentrait plus tôt? Et si je n'arrivais pas à le faire? Mais sous la peur, il y avait autre chose. De l'excitation. De l'espoir. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de prendre le contrôle de ma vie. Le samedi matin arriva, et je me réveillai avant tout le monde. Je pris une douche, m'habillai et me préparai une tasse de café, savourant le calme de la maison. Mes parents partirent à 9h30, et Chloé emmena les filles dans sa voiture peu après. À plus tard, Ellie, cria-t-elle en sortant. Je fis un signe de la main, le cœur battant. Dès que sa voiture disparut au bout de la rue, je passai à l'action. Je sortis les boîtes de sous mon lit et commençai à les descendre. Les déménageurs arrivèrent à l'heure exacte, et en moins d'une heure, tout ce que je possédais était chargé dans leur camion. Je restai dans ma chambre vide une dernière fois, en regardant les murs nus et le lit dépouillé. Cela avait été ma maison pendant 2 ans, mais je ne m'étais jamais vraiment senti chez moi. J'avais toujours eu l'impression de vivre dans l'espace de quelqu'un d'autre, en suivant les règles de quelqu'un d'autre. Plus maintenant. Je fermai la porte à clé derrière moi et laissai ma clé sur le comptoir de la cuisine. Je ne laissai pas de mots. Je ne leur devais pas d'explications. À midi, je me tenais dans mon nouveau studio, entouré de boîtes. L'espace était minuscule, à peine plus grand que mon ancienne chambre, mais il était à moi. Les murs étaient blancs et unis. Le sol était terraflé, et la kitchenette se composait d'une plaque chauffante et d'un mini-frigo. Mais je m'en fichais. Je m'assis sur le sol, appuyé contre le mur, et laissai échapper une longue inspiration. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je passai le reste de la journée à déballer mes affaires. J'accrochai mes vêtements dans le petit placard, disposai mes livres sur une étagère de fortune et installai mon lit dans le coin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Au moment où le soleil commença à se coucher, je me tenais près de la fenêtre et regardais la ville. Kansas City s'étendait devant moi, pleine de possibilités. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas comment ma famille allait réagir quand elle réaliserait que j'étais parti. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleine d'espoir. Je sortis mon téléphone et vis une notification. Ma sœur avait envoyé un texto il y a 1 heure. Et, tu peux surveiller les filles demain? J'ai des projets. Je fixai le message, puis le supprimai sans répondre. Demain, ils se réveilleraient et trouveraient ma chambre vide. Ils réaliseraient que j'étais parti, et ils devraient organiser leur propre vie sans moi. Je souris, posai mon téléphone et retournai déballer mes affaires. Le dimanche matin arriva, et je me réveillai dans mon nouvel appartement, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La lumière du soleil pénétrait à travers la petite fenêtre, projetant de douces ombres sur les murs nus. Je m'étirai, savourant le silence. Pas d'enfants qui pleurent, pas de voix exigeantes, juste la paix. Je me préparai un petit déjeuner simple en utilisant la plaque chauffante et les quelques provisions que j'avais achetées la veille au soir. Pendant que je mangeais, je jetais des coups d'œil à mon téléphone, m'attendant à moitié à un appel frénétique ou à une série de messages de colère, mais l'écran restait sombre. Il ne savait pas encore. J'imaginais ce qui se passait à la maison. Chloé s'était probablement réveillée tard, descendant en titubant en pyjama pour trouver les filles déjà réveillées et demandant à déjeuner. Elle m'appellerait, s'attendant à ce que j'apparaisse comme je l'ai toujours fait. Mais cette fois, je ne viendrai pas. Elle monterait les escaliers, frapperait à ma porte et l'ouvrirait pour trouver la chambre vide, le lit dépouillé, le placard nu, et peut-être, juste peut-être, elle réaliserait ce qu'elle avait perdu. Je souris à cette pensée. Je passai la matinée à organiser mon nouvel espace,
à réaménager les meubles et à trouver des places pour mes affaires. C'était petit, mais c'était à moi. Je pouvais me promener sans marcher sur la pointe des pieds. Je pouvais écouter de la musique sans m'inquiéter de réveiller qui que ce soit. Je pouvais simplement exister sans être constamment de garde. Vers midi, mon téléphone vibra. Je le pris et vis un texto de Chloé. « Où es-tu ? Les filles me rendent folle. Tu peux venir les surveiller. » Je fixai le message, le cœur battant. Je pouvais l'imaginer debout dans la cuisine, frustré et dépassé, s'attendant à ce que je laisse tout tomber et que j'accoure. Je ne répondis pas. Quelques minutes plus tard, un autre texto arriva. « Ellie, sérieusement, où es-tu ? J'ai besoin d'aide. » Toujours, je ne répondis pas. Puis, un appel arriva. Je regardai le nom de Chloé clignoter sur l'écran, le téléphone vibrant dans ma main. Je le laissai sonner jusqu'à ce qu'il aille à la messagerie vocale. Elle rappela encore et encore. J'ignorais tout le monde. Finalement, un texto de ma mère apparut. « Ellie, pourquoi ne réponds-tu pas à ta sœur ? Elle a besoin de toi. » Je posai le téléphone et retournai déballer mes affaires. En fin d'après-midi, les messages s'étaient intensifiés. Ma mère appela 3 fois. Mon père envoya un texto laconique demandant où j'étais. Chloé envoya une série de messages de plus en plus frénétiques, alternant entre la supplication et la colère. « Ellie, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne sais pas comment faire ça seule. Les filles pleurent pour toi. Maman et papa sont furieux. Tu dois rentrer à la maison. » Mais c'est le dernier message qui attira mon attention. Il était de mon père, et il était court et froid. « Si tu ne reviens pas ce soir, ne te donne même pas la peine de revenir. » Je fixai le message, mes mains tremblant. C'était ça. L'ultimatum final, le moment où je devais choisir entre eux et moi. Je me suis choisi moi-même. Je tapai un seul message et l'envoyai à la conversation de groupe familial. J'ai déménagé. Je ne reviendrai pas. J'éteignis de nouveau mon téléphone et le posai sur le comptoir. Le reste de la soirée se passa dans un flou. J'essayais de me distraire en regardant un film sur mon ordinateur portable, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mon esprit revenait sans cesse à ma famille, au chaos que j'avais laissé derrière moi. Je me demandais s'ils étaient en colère. Je me demandais s'ils étaient inquiets. Je me demandais même s'ils s'en souciaient. Mais plus que tout, je me demandais si j'avais fait le bon choix. Alors que la nuit se faisait plus sombre, je grimpai dans mon lit et fixai le plafond. L'appartement était trop calme, presque sinistre. J'étais seul d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Mais je n'étais pas seul. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le silence. Pas d'alarme, pas de pleurs, pas d'exigence, juste le silence. Je me suis étiré, je suis sorti du lit et je me suis préparé à déjeuner. Assise près de la fenêtre à siroter mon café et à regarder la ville se réveiller, j'ai réalisé quelque chose, il ne me manquait pas. La pression constante, les exigences sans fin, le sentiment d'être invisible ne me manquait pas, être traité comme une servante au lieu d'une fille ne me manquait pas. Mes nièces me manquaient, oui. Leur rire et leurs câlins me manquaient, mais la façon dont ma famille les avait utilisés comme une arme contre moi ne me manquait pas. J'ai allumé mon téléphone et je me suis préparé au déluge. Mais à ma grande surprise, il n'y avait qu'une poignée de nouveaux messages, un de Chloé « Tu es incroyable. J'espère que tu es heureuse », un de ma mère « Comment as-tu pu nous faire ça ?» et un de mon père « N'attends plus jamais d'aide de notre part. » J'ai lu chaque message, puis je les ai supprimés sans répondre. Ils n'avaient pas compris. Ils pensaient toujours que c'était à propos d'eux, mais ce n'était pas le cas. C'était à propos de moi. Il s'agissait enfin de choisir ma propre vie plutôt que leurs attentes. J'ai fini mon café, j'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la porte. J'avais un service à la librairie dans 1 heure, et après ça, j'avais un cours. Ma vie ne faisait que commencer, et je n'allais pas gaspiller 1 minute de plus à regarder en arrière. Les jours qui ont suivi mon déménagement ont été un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Je me suis lancé à corps perdu dans ma routine, me concentrant sur le travail et l'école, essayant de noyer la culpabilité persistante qui rongeait les bords de mon esprit. Mais peu importe mes efforts, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose se préparait. Mon téléphone est resté la plupart du temps silencieux. Chloé a envoyé quelques messages plus amers,
mais ils sont devenus moins fréquents au fil des jours. Mes parents n'ont pas du tout pris contact. C'était comme si j'avais été effacé de leur vie, coupé comme un mauvais souvenir. Et honnêtement, j'étais d'accord avec ça. Ou du moins, je me disais que je l'étais. Le mercredi soir, je rentrais à pied du campus quand je suis tombé sur une vieille amie du lycée. Elle s'appelait Brooke, et nous avions été proches autrefois, avant que la vie ne nous emmène dans des directions différentes. Elle se tenait devant un café, faisant défiler son téléphone, et elle leva les yeux juste au moment où je passais. « Ellie, dit-elle, son visage s'illuminant. « Oh mon Dieu, ça fait une éternité. » J'ai souri, surprise de la voir. « Brooke, salut, comment vas-tu ?» Nous nous sommes embrassés, et elle a insisté pour m'offrir un café. Nous nous sommes assises près de la fenêtre, rattrapant le temps perdu au cours des dernières années. Elle m'a parlé de son travail dans une entreprise de marketing, de sa récente rupture et de ses projets de voyage en Europe l'été prochain. Je lui ai parlé de l'école, de mon travail et de mon récent déménagement. « Attends, tu as déménagé ?» demanda-t-elle, les yeux s'écarquillant. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» J'ai hésité, ne sachant pas quoi partager. « C'est compliqué. Ma famille et moi avons eu quelques problèmes. » Elle se pencha en avant, son expression compatissante. « Que s'est-il passé ?» Je lui ai donné la version courte, en omettant les détails les plus douloureux. Elle a écouté attentivement, acquiesçant. « Ça a l'air affreux, dit-elle quand j'ai fini. Mais honnêtement, bravo à toi. Il faut du courage pour s'éloigner de quelque chose comme ça. » Ces mots étaient réconfortants, et pour la première fois depuis mon départ, j'ai eu l'impression que quelqu'un comprenait réellement. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, et au moment où nous nous sommes dit au revoir, je me sentais plus légère. C'était agréable de se rappeler que j'avais des gens dans ma vie qui se souciaient de moi, même s'ils n'étaient pas de ma famille. Mais le soulagement a été de courte durée. Le lendemain, j'étais au travail quand mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai ignoré, supposant qu'il s'agissait d'un appel spam, mais il a sonné encore et encore. Finalement, je suis sorti et j'ai répondu. « Bonjour, Ellie. » La voix à l'autre bout du fil était haletante et paniquée. Il m'a fallu un moment pour la situer. C'était Grégory, le mari de Chloé. « Grégory, qu'est-ce qui se passe ?»« Ellie, je dois te parler. » « C'est à propos de Chloé. » Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce qu'elle a ?» Il hésita, puis soupira. « Elle perd la tête. Depuis que tu es parti, elle est dans un sale état. Les filles sont incontrôlables, et elle ne peut pas le gérer. Elle m'appelle sans cesse, pleurant, me suppliant de rentrer plus tôt de mes voyages. Je ne sais pas quoi faire. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je l'ai refoulée. Grégory, ce n'est pas mon problème. Je sais, dit-il rapidement. Je ne te demande pas de revenir. Je pensais juste que tu devrais savoir. Elle te dénigre auprès de tout le monde, disant que tu as abandonné la famille. Tes parents la soutiennent. Ma mâchoire s'est serrée. Bien sûr qu'ils le font. Écoute, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils t'ont fait, continua Grégory. J'ai dit à Chloé qu'elle était déraisonnable, mais elle ne veut pas écouter. Elle pense que tu lui dois quelque chose. Je ne lui dois rien, dis-je fermement. J'ai passé 1 an à tout faire pour elle, et elle n'a même jamais dit merci. Je sais, et pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'aurais dû intervenir plus tôt. J'aurais dû lui dire d'embaucher une babysitter au lieu de tout te refiler. Ces excuses m'ont prise au dépourvu. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Il resta silencieux un moment. Je ne sais pas. Je suppose que j'étais trop occupé par le travail. Et honnêtement, Chloé a fait croire que ça ne te dérangeait pas. J'ai failli rire. Elle avait tort. Ouais, je vois ça maintenant. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus avant que je ne mette fin à l'appel. Ces mots m'ont accompagné pendant le reste de la journée. Chloé me dénigrait. Mes parents la soutenaient. Ils me dépeignaient comme la méchante, la fille égoïste qui avait abandonné sa famille dans le besoin. Mais je n'étais pas surprise. C'est ce qu'ils faisaient. Ils déformaient le récit à leur convenance, faisant de moi le problème pour ne pas avoir à faire face à leurs propres échecs. J'ai refusé de laisser cela m'atteindre. J'avais fait mon choix, et je n'allais pas le remettre en question. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement à étudier pour un examen quand j'ai entendu frapper à la porte.
Je me suis figé, le cœur battant. Personne ne savait où j'habitais. Je n'avais donné mon adresse à personne. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé à travers le Judas, le souffle coupé. C'était Chloé. Elle se tenait dans le couloir, les bras croisés, le visage crispé par une moue. Derrière elle, je pouvais voir ma mère. Mon premier réflexe a été de ne pas répondre, de faire comme si je n'étais pas à la maison et d'espérer qu'elle partirait. Mais avant que je ne puisse bouger, Chloé a frappé de nouveau, plus fort cette fois. Ellie, je sais que tu es là. Ouvre la porte. J'ai pris une profonde inspiration, me blindant, et j'ai ouvert la porte. Que faites-vous ici, demandai-je, ma voix froide. Chloé me lança un regard noir. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es juste parti. Pas d'explication, pas d'avertissement. As-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait subir? J'ai envoyé un message, dis-je. Je vous ai dit que j'avais déménagé. Un message? Intervint ma mère en avançant. Tu appelles ça une explication? Tu nous dois plus que ça, Ellie. Je ne vous dois rien, dis-je, ma voix s'élevant. Je payais un loyer. J'ai fait tout ce que vous demandiez. Et vous me traitiez toujours comme si je n'étais rien. Nous t'avons donné un foyer, rétorqua ma mère. Nous t'avons soutenu. Vous m'avez utilisé, répliquai-je. Vous avez fait de moi votre babysitter à domicile et vous avez ensuite menacé de me mettre à la porte quand je ne pouvais plus le faire. Ce n'est pas du soutien. C'est de la manipulation. Le visage de Chloé se crispa de colère. Tu es tellement égoïste. Tu n'as aucune idée de la difficulté d'être une mère. Et vous n'avez aucune idée de la difficulté d'être moi, dis-je. J'essayais de terminer mes études, de travailler et d'élever vos enfants. Vos enfants, Chloé, pas les miens. Ce sont tes nièces, dit-elle, sa voix se brisant. Elles t'aiment, et tu les as juste abandonnées. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'aimais mes nièces. Vraiment. Mais je ne pouvais pas sacrifier toute ma vie pour elles. Je suis désolé, dis-je, ma voix s'adoucissant. Mais je devais faire ça. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Ma mère secoua la tête, son expression dure. Tu fais une erreur, Ellie. Tu vas le regretter. Peut-être, dis-je. Mais c'est mon erreur à faire. Chloé ouvrit la bouche pour dire autre chose, mais je reculai et fermai la porte à sa figure. Je m'appuyai contre la porte, le cœur battant, et écoutai leurs pas s'éloigner dans le couloir. Elles étaient parties, et j'étais toujours debout. La rencontre avec Chloé et ma mère m'avait ébranlé, mais elle avait aussi solidifié quelque chose à l'intérieur de moi, j'avais fait le bon choix. Les voir à ma porte, exigeant des réponses et essayant de me faire culpabiliser pour que je revienne, n'a fait que confirmer ce que je savais déjà, elles ne se souciaient pas de moi. Elles se souciaient de ce que je pouvais faire pour elles. J'ai passé les jours suivants dans un étrange état d'hypervigilance. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je me préparais à une nouvelle confrontation. Chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir, je me demandais si c'était elles qui revenaient. Mais les jours se sont transformés en une semaine, et elles ne sont pas revenues. Au lieu de cela, les textos ont commencé. Pas de Chloé ou de mes parents, mais de membres de la famille élargie des tantes, des oncles, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tous avaient entendu l'histoire, déformée et tordue, et ils avaient tous des opinions. Ta mère a le cœur brisé. Comment as-tu pu lui faire ça? La famille est tout. Tu devrais avoir honte. Tu dois t'excuser et rentrer à la maison. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire, et je n'allais pas gaspiller mon énergie à l'expliquer à des gens qui s'étaient déjà fait une idée. Mais il y a eu un message qui s'est démarqué. Il était de ma tante Joyce, la sœur aînée de ma mère. Joyce avait toujours été la brebis galeuse de la famille, celle qui avait déménagé à l'autre bout du pays et avait construit sa vie selon ses propres termes. Nous n'étions pas proches, mais je l'avais toujours respectée. Son message était court et précis, j'ai entendu ce qui s'est passé. Ignore tout le monde. Tu as fait ce qu'il fallait. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai regardé le message pendant longtemps, ressentant une poussée de gratitude. C'était la première fois que quelqu'un de ma famille reconnaissait que je n'étais peut-être pas la méchante dans cette histoire. J'ai enregistré son numéro et j'ai pris une note mentale de l'appeler quand j'en aurai le courage. Entre-temps, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie.
J'ai pris des heures supplémentaires à la librairie, en économisant chaque centime que je pouvais. Je suis resté au top de mes études, déterminé à ne pas laisser mon drame personnel affecter mes notes. Et lentement, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Mais le véritable tournant est survenu 2 semaines après mon déménagement. J'étais assise dans mon appartement un soir, faisant défiler les médias sociaux, quand je suis tombé sur une publication de Chloé. C'était une photo d'elle et des filles dans un parc, souriant pour l'appareil photo. La légende disait, juste nous les filles aujourd'hui. Parfois, il faut tout faire soi-même. La vie de maman. Maman forte. J'ai regardé la publication, mon sang ne faisant qu'un tour. Elle se dépeignait comme une martyre, comme si elle avait tout fait toute seule depuis le début. Mais ensuite, j'ai défilé vers le bas et j'ai vu les commentaires. Un des amis de Chloé avait écrit, « Où est Ellie ? Ne s'occupe-t-elle pas habituellement des filles ?» Chloé avait répondu, « Elle a déménagé sans prévenir. Nous a laissé tomber, mais nous nous débrouillons. » Un autre ami a répondu, « C'est tellement injuste. La famille devrait rester unie. » Je savais que ce dernier commentaire était dirigé vers moi. J'ai ressenti une poussée de colère, mais je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de me défendre auprès d'étrangers sur Internet. Au lieu de cela, j'ai continué à défiler, et c'est alors que je l'ai vu une publication d'une amie commune de Chloé et de moi. Elle s'appelait Jessica, et elle avait publié une capture d'écran d'une conversation qu'elle avait eue avec Chloé. La conversation était datée de quelques mois auparavant, bien avant mon déménagement. Dans celle-ci, Chloé riait de la façon dont elle s'était débarrassée de la garderie pour toujours parce que je n'oserais jamais déménager. Elle avait écrit, « Ellie a trop peur de partir. Elle fera tout ce qu'on lui dit. » C'est parfait. J'ai regardé la capture d'écran, mes mains tremblant. Elle avait planifié ça. Elle m'avait manipulé, utilisé et s'en était moquée dans mon dos. Et maintenant, elle jouait la victime. Quelque chose à l'intérieur de moi a craqué. J'ai pris une capture d'écran de la conversation et je l'ai enregistrée sur mon téléphone. Puis j'ai commencé à fouiller. J'ai parcouru d'anciens textos, à la recherche de chaque cas où Chloé avait profité de moi. J'en ai trouvé des dizaines, des textos où elle me demandait de faire du babysitting à la dernière minute, des textos où elle annulait des projets avec moi parce qu'elle avait oublié qu'elle avait d'autres engagements, des textos où elle se plaignait de la difficulté de sa vie alors que j'étais en plein milieu de mes examens finaux. J'ai tout compilé dans un dossier et je me suis assise en arrière, en regardant les preuves. C'était ça. C'était la preuve dont j'avais besoin pour montrer à tout le monde ce qui s'était réellement passé. Mais ensuite, j'ai hésité. Est-ce que je voulais vraiment faire ça? Est-ce que je voulais étaler notre linge sale à la vue de tous? J'y ai réfléchi pendant longtemps. Une partie de moi voulait prendre la voie noble, laisser tomber et passer à autre chose. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait été réduite au silence pendant si longtemps, voulait la justice. Je voulais que les gens connaissent la vérité. Alors j'ai pris une décision. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit sur tout, les années passées à être négligées, les mois passés à être utilisés comme main-d'œuvre gratuite, l'ultimatum que mes parents m'avaient donné. J'ai écrit sur la manipulation de Chloé, sur la capture d'écran que Jessica avait publiée, sur la façon dont ma famille m'avait dépeinte comme la méchante. J'ai écrit jusqu'à ce que mes mains me fassent mal et que mes yeux brûlent. Et quand j'ai eu fini, j'ai enregistré le document et je l'ai mis de côté. Je n'étais pas encore prête à le partager, mais je le serais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de Grégory. Chloé a embauché une nounou. Elle panique à propos du coût, mais au moins les filles sont prises en charge. Je pensais que tu aimerais le savoir. J'ai souri. Bien. Ils étaient enfin confrontés à la réalité de leur situation. J'ai répondu par texto, merci de m'avoir prévenu. Il a répondu quelques minutes plus tard. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Chloé avait besoin d'un électrochoc. Je n'ai pas répondu à cela, mais ces mots m'ont accompagné. Peut-être que je n'étais pas la méchante après tout. La semaine suivante, je me suis entièrement concentré sur moi-même. J'allais en cours, je faisais mes services et je passais mes soirées dans mon petit appartement, profitant du calme et de la tranquillité. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je ne me souciais pas constamment des besoins de quelqu'un d'autre. Je pouvais étudier sans interruption, dormir sans être réveillé par des enfants qui pleurent, et exister sans avoir l'impression d'être perpétuellement de garde. C'était libérateur. Mais au fond de moi,
je savais que ce n'était pas fini. Chloé et mes parents n'avaient pas abandonné. Ils étaient juste en train de se regrouper, de déterminer leur prochaine action, et je devais être prête. Le vendredi matin, je me suis réveillé pour constater que Chloé avait publié une autre photo sur les médias sociaux. Cette fois-ci, c'était une photo des filles dans une aire de jeu, leur visage maculé de crème glacée. La légende disait, « Je fais de mon mieux pour garder le sourire pendant les moments difficiles. » Être une mère célibataire n'est pas facile, mais mes filles en valent la peine. Maman bénie. Famille premier. J'ai levé les yeux au ciel. Mère célibataire. Grégory était toujours très présent, même s'il voyageait pour le travail. Mais bien sûr, Chloé devait jouer la victime. La section des commentaires était remplie de sympathie, « Tu es si forte. Ces filles ont de la chance de t'avoir. » Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas la loyauté familiale. Je savais que ce dernier commentaire était dirigé vers moi. J'ai fermé l'application et je suis allé à ma journée, refusant de laisser cela m'atteindre. Mais plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de Jessica, l'amie qui avait publié la capture d'écran. Et Ellie, je voulais juste te dire que je suis désolé pour ce que tu as vécu. Je n'avais pas réalisé à quel point les choses étaient graves avant de voir cette vieille conversation. Chloé a toujours été égocentrique, mais c'est un nouveau record. J'ai regardé le message, surprise. Jessica et moi n'avions jamais été particulièrement proches, mais ses mots semblaient sincères. J'ai répondu « Merci. J'apprécie. » Elle a répondu presque immédiatement. « Si tu as envie de parler, je suis là. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. » Son soutien a compté plus que je ne l'avais prévu. C'était un rappel que tout le monde ne croyait pas la version des événements de Chloé. Pendant le week-end, j'ai retrouvé Brooke. Nous avons déjeuné dans un petit café près du campus, et je lui ai tout raconté, la capture d'écran, les messages, la façon dont ma famille tordait le récit. « Tu dois rétablir la vérité, » a dit Brooke, les yeux brillants d'indignation. « Ils te font passer pour la méchante alors que ce sont eux qui t'ont traité comme des ordures. »« Je sais, dis-je. J'y ai pensé. »« Eh bien, arrête de penser et commence à agir, » a-t-elle dit. « Tu as la preuve. Utilise-la. » Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant le reste de la journée. Elle avait raison. J'avais la preuve. J'avais la vérité. Tout ce que j'avais à faire était de la partager. Mais je devais être intelligente à ce sujet. Je ne pouvais pas simplement tout publier en ligne et espérer le meilleur. J'avais besoin d'un plan. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai examiné tout ce que j'avais compilé, les captures d'écran, les messages textes, la chronologie des événements. Tout était là, exposé en noir et blanc. J'ai rédigé une publication, en formulant soigneusement chaque phrase pour qu'elle soit factuelle et non incendiaire. J'ai expliqué ma version de l'histoire, fourni les preuves et clairement indiqué que je ne cherchais pas la sympathie. Je voulais juste que les gens connaissent la vérité. Je l'ai relue une douzaine de fois, la modifiant et l'affinant jusqu'à ce qu'elle me semble juste. Puis je l'ai enregistrée et j'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'étais pas encore prête à la publier, mais je le serai bientôt. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une série d'appels manqués de ma mère. Je les ai ignorés et j'ai continué ma journée, refusant de la laisser perturber ma tranquillité. Mais ce soir-là, elle s'est présentée à nouveau à mon appartement. Cette fois-ci, elle était seule. J'ai ouvert la porte à contre-cœur, croisant les bras. « Que voulez-vous » Elle avait l'air plus vieille que je ne m'en souvenais, son visage ridé par le stress. « Je veux parler. »« Il n'y a rien à dire, dis-je. »« S'il te plaît, Ellie, donne-moi juste 5 minutes. » J'ai hésité, puis je me suis écarté pour la laisser entrer. Elle s'est assise sur mon petit canapé, semblant déplacée dans cet espace exigu. Je suis resté debout, appuyé contre le comptoir. « Je sais que tu es en colère, » a-t-elle commencé. « Et je comprends pourquoi, mais tu dois voir ça de notre point de vue. Chloé est dépassée. Elle a besoin d'aide, et tu es sa famille. » J'aidais, dis-je. Pendant plus d'1 an, j'ai aidé. J'ai sacrifié mon temps, mon énergie, ma santé mentale, et vous ne l'avez jamais reconnu. Au lieu de cela, vous avez menacé de me mettre à la porte. Nous ne le pensions pas de cette façon, a-t-elle dit. Nous avions juste besoin que tu comprennes à quel point c'est important. Non, dis-je fermement. Vous aviez besoin que je fasse ce que vous vouliez sans poser de questions.
Et quand je me suis enfin défendu, vous m'avez puni pour ça. Elle resta silencieuse un moment, puis dit, « Qu'est-ce que tu veux de nous, Ellie ? » « Je veux que vous me laissiez tranquille, dis-je. Je veux que vous arrêtiez d'essayer de me faire culpabiliser pour que je revienne. Je veux que vous acceptiez que j'ai ma propre vie, et qu'elle ne tourne pas autour de Chloé. » Elle se leva, son expression se durcissant. « Tu es égoïste. » « Peut-être que je le suis, dis-je, mais je préfère être égoïste que misérable. » Elle partit sans dire un mot de plus, et je fermai la porte derrière elle, mes mains tremblant. Ce soir-là, j'ai pris ma décision, j'en avais fini d'être silencieuse. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment d'objectif. J'ai relu la publication que j'avais rédigée une dernière fois, en apportant quelques ajustements de dernière minute. Puis, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur « Publier ». La réponse a été immédiate. En moins d'une heure, la publication avait été partagée des dizaines de fois. Des amis, des connaissances et même des personnes que je ne connaissais pas commentaient, offrant leur soutien et exprimant leur indignation face à la façon dont j'avais été traité. Je n'avais aucune idée de ce que tu traversais. Votre famille devrait avoir honte. Tu es si courageuse de t'exprimer. Mais tout le monde n'était pas favorable. Certains des amis de Chloé ont pris sa défense, m'accusant d'étaler des affaires familiales privées et d'essayer de la faire paraître sous un mauvais jour. C'est tellement mesquin. Tu essaies juste d'attirer l'attention. Les problèmes familiaux devraient rester privés. J'ai ignoré les commentaires négatifs et je me suis concentré sur les positifs. Pour la première fois, les gens entendaient ma version de l'histoire, et ils me croyaient. Mais le véritable contre-coup est survenu cet après-midi-là, lorsque Chloé m'a appelé. J'ai répondu, me préparant. « Comment oses-tu, sifflait-elle. Comment oses-tu publier ça ? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? J'ai dit la vérité, dis-je calmement. C'est tout. Tu m'as humilié, dit-elle, sa voix se brisant. Tout le monde en parle. Mes amis posent des questions. Même Grégory me remet en question. Bien, dis-je. Peut-être que maintenant tu verras ce que ça fait d'être jugé injustement. Tu ruines ma vie, cria-t-elle. Non, Chloé. Je ne te laisse juste plus ruiner la mienne. Elle a raccroché, et je suis resté là, le cœur battant. Je l'avais fait. Je lui avais finalement tenu tête. Au cours des jours suivants, la publication a continué à se répandre. De plus en plus de personnes m'ont contacté, partageant leurs propres histoires de personnes exploitées par des membres de leur famille. C'était un rappel que je n'étais pas seul, qu'il y avait d'autres personnes qui avaient fait face à des luttes similaires. Mais la réponse la plus surprenante est venue de ma tante Joyce. Elle m'a appelé un soir, sa voix chaleureuse et rassurante. « J'ai vu ta publication, a-t-elle dit. Je suis fier de toi, Ellie. Il faut du courage pour se défendre comme ça. » Merci, tante Joyce, dis-je, ma voix étranglée par l'émotion. Tu sais, ta mère et moi nous sommes disputés il y a des années pour des raisons similaires, a-t-elle dit. Elle s'est toujours souciée des apparences, de s'assurer que tout a l'air parfait à l'extérieur, mais elle ne s'est jamais souciée de ce qui se passait à l'intérieur. Ces mots ont résonné en moi. Je ne savais pas ça. Eh bien, maintenant tu le sais. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. D'accord ? D'accord, dis-je, les larmes coulant sur mon visage. Après avoir raccroché, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. J'avais perdu ma famille immédiate, oui, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, ma liberté et le soutien de personnes qui se souciaient vraiment de moi. La semaine suivante, j'ai reçu un message de Grégory. Il m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café, et j'ai accepté, curieuse de savoir ce qu'il avait à dire. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près du campus. Il avait l'air fatigué, le visage tiré. Je voulais m'excuser, a-t-il dit dès que nous nous sommes assis. Pour tout. J'aurais dû intervenir plus tôt. J'aurais dû dire à Chloé d'arrêter de profiter de toi. Pourquoi tu ne l'as pas fait, demandai-je. Il a soupiré. Honnêtement, j'évitais le problème. Je voyage tellement pour le travail, et quand je suis à la maison, je veux juste la paix. C'était plus facile de laisser les choses glisser que d'affronter Chloé. Ce n'est pas suffisant, dis-je. Je sais, dit-il. Et je suis désolé. Pour ce que ça vaut, j'ai dit à Chloé qu'elle devait embaucher de l'aide.
Nous pouvons nous le permettre. Elle ne voulait juste pas dépenser l'argent. J'ai secoué la tête. Bien sûr que non. Elle est dans une spirale depuis que tu es parti, a-t-il continué. La nounou aide, mais Chloé a du mal à s'adapter. Elle n'a jamais réalisé tout ce que tu faisais. Ce n'est pas mon problème, dis-je. Je sais, dit-il. Mais je pensais que tu devrais le savoir. Et je voulais te remercier, en fait. Me remercier, demandai-je, surprise. Ouais, le fait que tu t'affirmes nous a forcés à faire face à la réalité. Chloé prend enfin ses responsabilités dans sa propre vie. Ça a été dur, mais je pense que c'est nécessaire. Je ne savais pas comment répondre à cela. Une partie de moi était heureuse que mon départ ait forcé le changement, mais une autre partie de moi était encore en colère de voir combien de temps il avait fallu pour que quelqu'un reconnaisse ma douleur. Nous avons parlé pendant un moment de plus, et au moment où nous nous sommes séparés, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Grégory n'était pas parfait, mais au moins il essayait. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. J'avais perdu ma famille, oui, mais j'avais gagné quelque chose de plus important, moi-même. Je n'étais plus la fille qui sacrifiait tout pour des gens qui ne l'appréciaient pas. J'étais quelqu'un qui défendait ce qu'elle méritait. Et cela valait plus que n'importe quelle approbation familiale. La vie s'est installée dans un nouveau rythme après ça. J'ai continué à travailler à la librairie, en prenant des heures supplémentaires chaque fois que je le pouvais. Mes cours m'ont occupé, et je me suis retrouvé à apprécier sincèrement le travail sans le poids constant de l'obligation qui me tirait vers le bas. Mes notes se sont améliorées, et mon niveau de stress a diminué. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de vivre réellement au lieu de simplement survivre. Un matin, environ un mois après mon déménagement, j'étais assise dans un café près du campus à travailler sur un essai quand mon téléphone a vibré avec une notification. C'était un message de Jessica. Et, je voulais juste te prévenir. Chloé publie à nouveau sur toi. Je pensais que tu devrais le savoir. J'ai soupiré et j'ai ouvert l'application. Effectivement, il y avait une nouvelle publication de Chloé, mais cette fois-ci, ce n'était pas une photo des filles ou une légende énigmatique sur le fait d'être une mère forte. C'était un long discours décousu, certaines personnes ne comprendront jamais ce que signifie être une famille. Elles prendront et puis vous quitteront quand vous aurez le plus besoin d'elles. Mais le karma a une façon de rattraper les personnes égoïstes. Rappelez-vous juste que la vérité finit toujours par éclater. Les commentaires étaient partagés. Certaines personnes la soutenaient, tandis que d'autres l'interpellaient pour avoir été vague et passive-agressive. Quelques-uns ont même mentionné ma publication, soulignant que j'avais fourni des preuves alors qu'elle ne faisait que des accusations. J'ai fermé l'application et je suis retourné à mon essai. J'avais dit ce que j'avais à dire. Je n'allais pas m'engager dans un va-et-vient avec elle. Mais plus tard ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Bonjour, Ellie. C'est Dorothy, votre propriétaire. Oh, salut, Dorothy. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je voulais juste prendre de tes nouvelles et voir comment tu t'installes. Je vais très bien, en fait. L'appartement est parfait. Je suis contente d'entendre ça, a-t-elle dit. Tu sais, j'ai eu un pressentiment à ton sujet quand on s'est rencontrés. Tu semblais être quelqu'un qui était prête à prendre un nouveau départ. Ces mots m'ont prise au dépourvu. Merci. Ça signifie beaucoup. Nous avons bavardé pendant quelques minutes de plus, et après avoir raccroché, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de gratitude. J'avais pris un énorme risque en déménageant, mais cela en valait la peine. Au fil des semaines, les tentatives de ma famille pour me contacter ont diminué. Chloé a cessé de publier sur moi. Mes parents ont cessé d'appeler. C'était comme s'ils avaient finalement accepté que je ne reviendrais pas, et j'étais d'accord avec ça. Un samedi après-midi, je me promenais dans un marché fermier quand je suis tombé sur Brooke. Elle portait un panier rempli de produits frais, son visage s'illuminant quand elle m'a vu. Ellie, timing parfait. Tu veux déjeuner? Nous avons trouvé un petit camion de nourriture et nous nous sommes assises à une table de pique-nique, mangeant des tacos et rattrapant le temps perdu. Brooke m'a parlé de sa récente promotion au travail, et je lui ai parlé de l'amélioration de mes notes. Tu sembles différente, dit-elle en m'étudiant. Plus heureuse. Je le suis, dis-je. Je ne réalisais pas à quel point cette situation me tirait vers le bas avant que je ne m'en sorte. Elle a souri.
Je suis fier de toi. Sérieusement, il faut du courage pour s'éloigner de sa famille. Merci, dis-je. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Alors que nous terminions notre déjeuner, j'ai senti un sentiment de paix s'installer sur moi. J'avais fait le bon choix, et je commençais enfin à en voir les récompenses. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de tante Joyce, je pensais juste à toi. J'espère que tu vas bien. Souviens-toi, tu as toujours un endroit où rester si tu en as besoin. J'ai souri et j'ai répondu par texto, merci, tante Joyce. Je vais très bien. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un dernier message de Chloé. Il était court et amer, j'espère que tu es heureuse. Tu as eu ce que tu voulais. Nous sommes en difficulté ici, mais je suppose que ça ne compte pas pour toi. J'ai regardé le message pendant longtemps, puis je l'ai supprimé sans répondre. Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait toujours qu'il s'agissait de la punir, mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait de me sauver. La vie de Chloé est partie en vrille après mon départ. La nounou qu'elle avait embauchée a démissionné après 3 semaines, incapable de faire face à ses exigences constantes et à son manque de respect. Elle en a fait défiler 2 autres avant d'en trouver une qui est restée, mais seulement parce qu'elle était bien mieux payée que le prix du marché. Le coût de la garde d'enfants a rongé son budget, la forçant à réduire les luxes qu'elle avait autrefois tenus pour acquis. Sa présence sur les médias sociaux est passée de la perfection organisée à une frustration à peine dissimulée. Des amis ont cessé de commenter ses publications, et les invitations à des événements se sont raréfiées. Grégory, fatigué de son refus d'assumer ses responsabilités, a passé encore plus de temps à voyager, la laissant gérer tout toute seule. Mes parents n'ont pas fait mieux. Leur relation avec Chloé est devenue tendue lorsqu'ils ont réalisé l'étendue de sa manipulation. Ils ont été forcés d'intervenir pour aider avec les filles plus souvent, réduisant ainsi leur propre vie sociale. Leurs amis ont commencé à chuchoter sur le drame familial, et l'image soigneusement cultivée par ma mère d'une famille parfaite s'est effondrée. Mon père, toujours soucieux des apparences, s'est replié dans le silence, incapable de faire face à la réalité que son favoritisme avait éloigné sa plus jeune fille. Quant à moi, je me suis réveillé chaque matin dans mon petit appartement avec un sentiment de liberté que je n'avais jamais connu. J'ai terminé mes études avec mention, j'ai décroché un emploi à temps plein dans mon domaine et j'ai déménagé dans un meilleur appartement. 1 an plus tard, j'ai construit une vie selon mes propres termes, entouré de personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour elles. Parfois, tard dans la nuit, je pensais à mes nièces. Elles me manquaient. Mais je savais que les aimer ne signifiait pas sacrifier tout mon avenir. Et peut-être qu'un jour, quand elles seraient plus âgées, elles comprendraient pourquoi leur tante a dû partir. En regardant tout ça en arrière, je ne regrettais pas ma décision. M'éloigner de ma famille avait été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais cela avait aussi été la plus nécessaire. J'avais passé des années à me plier à leurs exigences, et ce faisant, je m'étais perdu. Maintenant, j'étais libre de devenir la personne que j'étais censé être depuis toujours. Et cela valait plus que toute quantité de culpabilité qu'ils essayaient de me faire porter.